Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville, toujours très heureux de vous retrouver, comme chaque semaine, pour notre rendez-vous Panorama Info. Alors, cette émission sera un peu spéciale parce que, vu la nature du sujet, j'ai été obligé de la faire en deux parties. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la première partie. Effectivement, le sujet que je vais aborder ne peut pas être traité en quelques minutes comme le font nos grands médias. C'est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet complexe avec de profondes racines historiques sur lesquelles il me faut revenir. Je veux parler de la Corée, car depuis plusieurs semaines, la tension est remontée de plusieurs crans sur cette péninsule. Le jeune dictateur nord-coréen a multiplié les provocations et les déclarations agressives. Il a fait bombarder à la limite des eaux territoriales sud-coréennes, à proximité d'une petite île dont les habitants sud-coréens ont été obligés de se réfugier dans les abris. Il a procédé à de nouveaux tests de missiles longue portée et autres fusées. Il a multiplié les menaces de guerre envers le sud de la péninsule, mais aussi et surtout envers les États-Unis. Dans le sud de la péninsule, des manœuvres militaires conjointes, Corée du Sud, États-Unis, sont organisées comme chaque année, et comme chaque fois, elles sont interprétées par Pyongyang comme étant des préparatifs d'une attaque imminente contre la Corée du Nord. Rien de nouveau, me direz-vous, tout cela s'est déjà produit à plusieurs reprises par le passé. Mais cette fois-ci, il semblerait que Kim Jong-un, c'est le nom de ce jeune dictateur, ait fait monter les enchères plus que d'habitude. Et certains analystes estiment que le régime nord-coréen pourrait chercher à profiter des conflits en Ukraine et à Gaza pour se lancer dans une aventure, pensant sans doute que les États-Unis sont trop occupés ailleurs pour intervenir massivement aux côtés de la Corée du Sud. D'autant que dans cette même région, la tension est également montée entre la Chine et les États-Unis autour de Taïwan. Pendant et après les dernières élections qui ont vu la victoire du candidat présidentiel indépendantiste à la grande fureur de Pékin. Et les États-Unis continuent à soutenir militairement Taïwan. De plus, Kim Jong-un n'est plus le paria international qu'il était avant la guerre d'Ukraine, puisqu'il a su s'attirer les bonnes grâces et même la reconnaissance de Vladimir Poutine en fournissant des armes et des munitions à la Russie, pays frontalier de la Corée du Nord. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse parce que beaucoup de gens ignorent que la Corée du Nord et la Russie ont une frontière commune. Cette frontière, elle ne fait que 19 km de long, ce qui n'est rien du tout à l'échelle d'un pays aussi vaste que la Russie. Mais elle joue un rôle très important. Elle débute, cette frontière, non loin de la ville russe de Khasan, à la jonction avec les frontières sino-russes et sino-coréennes. Elle suit ensuite le milieu du fleuve Tumen vers le sud, jusqu'à l'embouchure de ce fleuve dans la mer du Japon. Les deux pays, Russie et Corée du Nord, sont reliés par un pont ferroviaire, nommé le pont de l'Amitié, près de la limite nord de cette frontière. C'est donc sans difficulté et en toute discrétion que la Corée du Nord a pu exporter ces derniers mois des munitions et du matériel vers la Russie. Le chiffre d'1 million d'obus a même été évoqué, alors que l'Occident, tout pays confondu, a bien du mal à remplir ses promesses de 300 000 obus pour l'Ukraine. Certains commentateurs estiment même que Pyongyang pourrait être tenté de tester, grandeur nature,
ses missiles contre l'Ukraine, parce que jusqu'à présent, la Corée du Nord a multiplié les tests, mais ne les a jamais utilisés, fort heureusement, ces missiles dans le cadre d'une guerre réelle. On a des difficultés en Europe à imaginer ce qu'est le régime nord-coréen et le danger que représente cette moitié de pays dotés de l'arme atomique. J'ai donc jugé utile de vous faire, chers auditeurs, une petite présentation et un historique de la République populaire démocratique de Corée, pour utiliser le jargon officiel, qui est bien prétentieux, puisque la Corée du Nord n'est ni populaire ni démocratique. Et c'est pour cela que cette émission, je suis obligé de vous la présenter en deux parties. Commençons donc avec cette première partie en replaçant cette dictature nord-coréenne dans son contexte temporel. Le nazisme n'a duré que 12 années, ce qui est bien peu à l'échelle de l'histoire, mais il a durablement marqué les Allemands et tous les peuples qui ont été soumis par le fer et par le feu, par le nazisme, durant la Seconde Guerre mondiale. Le totalitarisme bolchevique, pour sa part, a terrorisé les peuples de l'ancien empire russe pendant 7 décennies, avec des pics de massacres et de famine durant ces 36 premières années, de 1917 à 1953. Le stalinisme a également su profiter de la défaite du nazisme pour imposer sa domination, pour étendre sa domination aux pays de l'Europe centrale qui eurent à la subir pendant 45 ans. Cette longue nuit a profondément marqué tous les peuples qui l'ont traversée. Mais, aussi épouvantables qu'aient été ces deux totalitarismes, le nazisme et le bolchevisme, ils ont tous deux fini par s'effondrer. Même à leur apogée, il existait des Allemands ou des Soviétiques qui résistaient, et une grande partie de ces populations apparemment soumises n'étaient pas dupes. Ces peuples conservaient le secret espoir de voir un jour le bout du tunnel. Ils avaient conscience que la liberté et la démocratie existaient ailleurs que chez eux, et de nombreux citoyens réussissaient en outre à capter les radios étrangères malgré les risques encourus. La fin de la nuit, le bout du tunnel, près de 25 millions de Coréens ne savent sans doute même pas que cela puisse exister. Ils sont totalement soumis, comme l'ont été avant eux leurs parents et leurs grands-parents, et peut-être même leurs arrière-grands-parents, à la plus absolue des dictatures, et ce, depuis 1945. Cela fait 80 ans, près de 80 ans, que les Coréens du Nord sont asservis par le régime le plus totalitaire de tous les temps. De leur naissance à leur mort, ils subissent un contrôle total de leur vie, et ils sont abreuvés par la propagande la plus permanente et la plus délirante qu'il soit permis d'imaginer. La République populaire démocratique de Corée n'appartient pas à notre monde. Elle constitue une planète isolée, en dehors du concert des nations, un ovni étatique, comparable à nul autre. Enfin, elle est devenue la première monarchie héréditaire communiste, le dictateur actuel ayant succédé à son père, qui lui-même avait remplacé son propre père, le fondateur de la dynastie des Kim. Pour tenter de comprendre le régime ubuesque de Pyongyang, il nous faut remonter à 1945 et à la défaite japonaise. Staline avait en effet attendu le 9 août de cette année-là pour entrer en guerre contre l'Empire du Soleil Levant, en lançant ses troupes à l'assaut de la Mandchourie, occupée par les Nippons. Rappelons que c'est ce jour-là que les États-Unis lançaient leur seconde bombe atomique sur le Japon, à Nagasaki. Nagasaki, j'ouvre une toute petite parenthèse, qui était le berceau du catholicisme japonais. La ville d'Hiroshima
quant à elle, avait reçu la première bombe dès le 6 août. Le moins que l'on puisse dire est donc que les Soviétiques ne prenaient pas beaucoup de risques en attaquant le Japon, à genoux. Le 2 septembre suivant, le ministre des Affaires étrangères japonais devait d'ailleurs signer la capitulation de son pays à bord d'un navire de guerre américain ancré dans la baie de Tokyo, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. 40 ans avant cette capitulation, en 1905, la Corée était devenue un protectorat japonais, avant d'être purement et simplement annexée en 1910 et d'être transformée en province de l'Empire. En 1945, un accord entre les alliés vainqueurs du Japon prévoyait un partage de la péninsule en 2 zones d'occupation. Au sud du 38e parallèle, les forces américaines et au nord, l'armée rouge de l'Union soviétique. Le 19 septembre 1945, un capitaine de l'armée rouge débarqua à Pyongyang, occupé par les soviétiques. Cet officier se nommait Kim Il-sung et il était d'origine coréenne. De son vrai nom, Kim Song-ju, il était né en 1912 et était le fils d'un militant indépendantiste et communiste coréen. De son pays d'origine, il ne connaissait pas grand-chose, car il avait passé sa jeunesse en Mandchourie. C'est dans cette région qu'il avait effectué l'essentiel de sa scolarité. Dès le début des années 30, il participa à la résistance anti-japonaise dans son pays d'adoption. De 1931 à 1935, il fut commandant d'une division de la Seconde Armée. En 1940, il devint même commandant de l'une des 3 armées de la résistance chinoise en Mandchourie. Pourchassée et décimée par les forces nippones, cette armée dut finalement se replier en URSS dès 1941. C'est à cette époque que Kim Il-sung intégra les rangs de l'armée rouge et qu'il en devint capitaine. Peu après son arrivée à Pyongyang, Kim Il-sung fut placé par l'occupant à la tête du Comité provisoire du peuple. Puis, il créa l'armée populaire de Corée, toujours sous l'égide de ses parrains soviétiques. Les élections coréennes, prévues par les accords interalliés, n'eurent jamais lieu. À la suite de la proclamation de la République de Corée au sud de la péninsule, la République populaire démocratique de Corée fut établie au nord le 9 septembre 1948. Kim Il-sung en devint le Premier ministre avant de devenir président du Parti des travailleurs de Corée, le parti unique et version coréenne du Parti communiste. C'est Staline lui-même qui relut et corrigea la constitution de la Nouvelle République avant sa promulgation officielle. Les 3 premières années de la République populaire démocratique virent le lancement de 3 grands chantiers: la réforme agraire, la nationalisation des industries et l'alphabétisation des masses. Il semblerait que ce soit Kim Il-sung qui prit, à la fin de 1949, la décision d'envahir la partie sud de la péninsule coréenne. Il reçut cependant l'aval de Joseph Staline. Rappelons que la même année, en 1949, les communistes de Mao Zedong l'emportaient en Chine face aux nationalistes de Chiang Kai-shek qui allaient se réfugier à Taïwan. Cette victoire communiste chinoise modifiait radicalement l'équilibre des forces en Extrême-Orient. C'est sans doute cela qui a donné cette idée funeste à Kim Il-sung de déclencher la guerre de Corée. L'offensive nord-coréenne fut donc déclenchée le 25 juin 1950. En moins de 2 mois, tout le sud fut occupé à l'exception de la zone de Pusan dans l'extrême sud-est. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, boycotté à l'époque par l'URSS, autorisa une intervention militaire en Corée. La force onusienne était constituée de contingents
venant de plus d'une vingtaine de pays, dont la France. Mais 88% de ses effectifs, 341 000 hommes, étaient des soldats américains engagés aux côtés de l'armée de la Corée du Sud. C'est en septembre que fut lancée la contre-offensive à partir de Busan, qui permit de repousser les envahisseurs venus du Nord. En octobre, Séoul était reprise. Quelques jours plus tard, les forces onusiennes entraient dans Pyongyang, d'où Kim Il-sung et son gouvernement avaient fui pour s'installer à Sinŭiju, dans l'extrême nord, avant d'aller se réfugier en Chine. Mao Zedong ne pouvait pas rester sans réagir face à l'arrivée des troupes américaines à proximité de la frontière chinoise. Le 25 octobre 1950 débuta l'intervention de Pékin, avec la traversée de la rivière frontalière Yalu par l'armée populaire de libération chinoise. Selon la terminologie officielle, il ne s'agissait que de volontaires venus prêter main forte à leurs camarades coréens. En fait, la contre-offensive communiste fut essentiellement l'œuvre des forces chinoises, les hommes de Kim Il-sung ne jouant qu'un rôle marginal. Le fils de Mao faisait partie de ces troupes chinoises et il fut d'ailleurs tué en Corée. En décembre, l'armée de Mao entra dans Pyongyang, puis en janvier 1951 dans Séoul. L'avancée chinoise fut stoppée en mars 1951 et les forces de l'ONU lancèrent aussitôt une nouvelle contre-offensive qui permit de libérer pour la deuxième fois Séoul. Mais l'avance des troupes onusiennes fut bloquée au nord du 38e parallèle. Après quelques nouvelles offensives et contre-offensives plus limitées, le front se stabilisa et se figea entre l'été 1951 et juillet 1953. Cependant, durant cette période, les États-Unis utilisèrent leur aviation pour bombarder massivement la partie nord de la péninsule. Lorsque l'armistice fut finalement signé, à Panmunjom, 3,5 millions de Coréens, du nord comme du sud, avaient perdu la vie dans ce conflit. On sait maintenant que le monde a, à l'époque, frôlé le déclenchement d'un conflit atomique, car le commandant américain, le général MacArthur, voulait utiliser l'arme nucléaire contre la Chine. Il rêvait, en effet, de vitrifier la frontière sino-coréenne. C'est le président Truman qui s'opposa à ce projet fou et qui rappela le général aux États-Unis. Une zone démilitarisée fut établie de chaque côté de la ligne de cessez-le-feu, le long plus ou moins du 38e parallèle. Cette ligne, qui continue encore à servir de frontière entre la République populaire démocratique de Corée au nord et la République de Corée au sud. Mais aucun traité de paix ne fut jamais signé et l'état de guerre continue à prévaloir jusqu'à nos jours. La fin des hostilités permit à la Corée du Nord de se reconstruire rapidement grâce à l'aide du bloc soviétique et de la Chine populaire. Déjà du temps de la colonisation japonaise, le Nord était plus développé que le Sud. Les Nippons y avaient créé des industries et développé des mines, tandis que le Sud agricole végétait sous la domination de grands propriétaires terriens. Durant la fin des années 50 et pendant les années 60, la moitié nord de la péninsule connut une croissance supérieure à celle du Sud. Longtemps, le régime de Pyongyang sut jouer de la rivalité entre l'URSS et la Chine populaire pour faire monter les enchères et recevoir toujours davantage d'aide des deux grandes puissances communistes. De grandes industries virent le jour et la terre fut collectivisée. Il semblerait que durant ces 15 ou 20 premières années, Kim Il-sung ait bénéficié d'un réel soutien populaire. Son régime avait su reconstruire cette moitié de pays dévastée par la guerre, tout en améliorant
le niveau de vie des Nord-Coréens. Cependant, la fin de la guerre froide et la disparition de l'Union soviétique conduisirent à l'arrêt de l'aide venue de Moscou et des pays satellites de l'ancien bloc communiste. Seule la Chine continuait à apporter son soutien à son petit voisin. En 1975, le Sud avait rattrapé son retard et il commença à dépasser le Nord. La Corée du Sud connaissait en effet un remarquable développement économique qui transforma cette petite moitié de pays en nouveau dragon de l'Extrême-Orient, capable de rivaliser avec le voisin japonais. Je n'ai pas besoin, chers amis auditeurs, de vous citer le nom de ces grandes marques coréennes que vous trouverez facilement, je suppose, dans votre cuisine ou dans votre garage. Dans les années 90, la croissance économique de la Corée du Nord devint négative et la population fut frappée par une terrible famine. Au nord, Kim Il-sung régna jusqu'à sa mort, survenue le 8 juillet 1994. Au fil des ans, le culte de la personnalité était allé en se renforçant. Le grand leader, comme il était appelé, devenant une quasi-divinité dans ce régime qui bannissait toutes les religions. Ce culte officiel qui perdure jusqu'à aujourd'hui, malgré la disparition du président éternel, comme il a été nommé depuis sa mort, tire son origine de deux sources. Le stalinisme, bien sûr, mais aussi le respect confucéen traditionnel dû à l'autorité. L'idéologie officielle du régime, établie par Kim Il-sung, est bien entendu le marxisme-léninisme, mais à la sauce coréenne. Cette version a été nommée Juche. C'est une abréviation du coréen Juche Sasang, que l'on pourrait traduire par « pensée du sujet principal ». Juche est également le nom donné à un mouvement de taekwondo, le sport national coréen. Cette idéologie a pour objectif de régler le destin de chaque citoyen, d'établir une société sans classe, d'instaurer l'indépendance politique, l'autosuffisance économique et l'autonomie militaire. C'est du moins la définition officielle du Juche, idéologie élaborée par Kim Il-sung et définie dans ses très nombreux ouvrages, lesquels ouvrages ont été traduits par les soins de la propagande dans presque toutes les langues de la planète. L'emblème officiel du Parti des travailleurs de Corée, le Parti communiste local, est d'ailleurs différent de celui des autres partis communistes de par le monde. Il représente 3 outils au lieu de 2, le marteau, le pinceau et la faucille, symbolisant l'alliance des ouvriers, des intellectuels et des paysans. En effet, le pinceau est utilisé traditionnellement pour la calligraphie en Corée. Kim Il-sung avait su préparer sa succession. Son choix s'était porté sur nul autre que Kim Jong-il, son propre fils, né en 1941. La naissance de ce fils est entourée de mystères. La géographie officielle voudrait qu'il soit né en 1942, soit exactement 3 décennies après son père, dans un maquis de la guérilla anti-japonaise sur le mont Paektu, la montagne sacrée qui est aussi le point culminant de la péninsule sur la frontière chinoise. La vérité serait qu'il naquit en Sibérie en 1941, du temps où son père y était réfugié. Le choix du grand leader ne fut officialisé qu'en 1997 afin de respecter 3 années de deuil. Cette année-là, Kim Jong-il devint secrétaire général du parti et président du comité de la défense nationale. L'année suivante, la constitution de la République populaire démocratique de Corée fut modifiée. Un nouvel article énonçant que le président du comité de la défense nationale serait désormais le dirigeant suprême
de la République populaire démocratique de Corée. Le poste de président de la République serait quant à lui occupé par le président de l'Assemblée populaire suprême. On ne sait de Kim Jong-il que ce que la propagande a bien voulu nous en dire. Selon cette propagande, il fut élève puis étudiant, bien évidemment très brillant, et il a obtenu en 1964 un diplôme en économie politique de l'université Kim Il-sung. Il a également suivi des cours d'anglais à Malte, où il a plusieurs fois passé des vacances à l'invitation du Premier ministre socialiste de l'époque, Dom Mintoff. En 1973, il entra au comité central du parti. Il occupa ensuite divers postes ministériels et joua un rôle important au sein des services secrets. Dès 1974, les observateurs occidentaux virent en lui le probable successeur de son père. Il serait responsable de l'organisation de l'attentat à la bombe de Rangoon, qui coûta la vie à 17 officiels sud-coréens lors d'une visite officielle en Birmanie, en 1983. L'attentat contre le vol de la Korean Airlines 858, le 29 novembre 1987, lui est aussi imputé. Il y eut 111 morts. En 1991, il est devenu commandant suprême de l'armée. Son accession au pouvoir, après la mort de Kim Il-sung, fut donc une grande première dans l'histoire du monde communiste. La succession héréditaire. Ni Staline, ni Mao, ni Fidel Castro n'avaient songé à leur fils pour leur succéder. C'est là que je vais m'arrêter, chers auditeurs, pour cette première partie. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour la seconde partie de cette émission consacrée à la République populaire démocratique de Corée. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.